La plupart des entrepreneurs gardent tout leur argent dans un seul pays, une seule banque et une seule devise. Résultat, aucune protection si ce pays bloque les capitaux, aucune diversification si la devise chute et surtout aucune confidentialité sur ce qu'ils possèdent réellement. Aujourd'hui, avec Emre, on démonte le système bancaire international, pourquoi un EMI comme Wise n'est pas une banque et peut geler en 2 minutes, pourquoi une fintech comme Mercury protège mieux et pourquoi une banque avec charte change tout. On passe en revue les meilleures juridictions au monde pour protéger et diversifier ton patrimoine, que ce soit les États-Unis, Singapour, Hong Kong, Panama, Dubaï, les îles Caïmans et leur fiscalité, ainsi que la stabilité de chacune. Et à la fin, on vous donne exactement la structure à monter en fonction de votre profil et de votre activité. Du coup, ce podcast, il sera divisé en 3 parties. La première, on va parler des types de banques, tout ce qui est EMI, banque physique, banque fintech, qu'on entend beaucoup de blocages, etc. dans toutes ces choses-là. En deuxième partie, directement les juridictions bancaires, parce que bien sûr, il faut choisir au bon endroit pour bien diversifier, pour avoir une juridiction aussi qui pratique le secret bancaire si certaines personnes recherchent ça. Et en troisième partie, quelle structure mettre en place en fonction de votre activité, du projet fiscal, d'expatriation, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en fonction des profils. Du coup, première partie, on va parler directement des types de banques. Alors, on a noté plusieurs. D'abord les EMI, ensuite les fintech. Ensuite, on va parler de tout ce qui est banque physique traditionnelle et ensuite les banques physiques régionales communautaires. Ça, c'est plus aux États-Unis. Première partie directement sur les EMI. Donc, EMI, c'est Electronic Money Institution. Donc, c'est tout ce qui va être Airwallex, Wise. Ça, c'est pas vraiment des banques parce qu'elles n'ont pas de licence bancaire. Et du coup, vu que c'est pas des vraies banques en soi, il y a beaucoup de blocages. Nous, notamment, chez nos clients. Comme tu le sais, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, Emre, toi, ce que les expériences que tu as avec Airwallex, Wise, toutes ces fintechs-là. Ok, très bien. Alors, on a énormément de personnes, même nous, tous les jours, on travaille avec ce type de solution, qui se plaignent de blocage ou beaucoup de frustration qui a été créée là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été bloquées, qui viennent, exemple, nous voir, nous, même toi, j'imagine, et qui ont peur de ça alors qu'ils n'ont jamais été bloqués ou autre. Maintenant, il faut comprendre réellement pourquoi ça bloque. Est-ce que c'est de manière aléatoire ? Parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a été bloqué ? C'est ça aussi, je pense, les bonnes méthodologies à avoir. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, les solutions comme Wise ou Airwallex ou autres, s'ils bloquent, c'est par principe de blanchiment. En fait, eux, aujourd'hui, ils ont peur de quoi concrètement ? De la fraude. Exemple, si on regarde bien ce qui s'est passé là, il y a 1 mois, 2 mois, sur Wise, qui est en train de prendre une très très grosse sanction, en fait, parce que je crois qu'ils estiment qu'il y a plus de 50 millions d'euros qui a été blanchi. Là, je crois, c'est juste en France. Justement, ils ont une amende en fait au Royaume-Uni pour blanchiment et du coup ils ferment des comptes vu qu'ils veulent pas. En fait, forcément le business model de la banque, ils perdent de l'argent s'il y a du blanchiment. Du coup, dès qu'il y a une suspicion, ça ferme quoi. Exactement. Et en fait, ils vont calculer. Il faut comprendre aussi de quelle manière ils ferment, parce qu'en soi, on dit c'est aléatoire, mais c'est pas tant aléatoire que ça, parce que derrière, il y a des algos, en fait. Et la première chose à vérifier, c'est le KYB. Oui, on parle beaucoup du KYC. Le KYC, c'est quoi? Pour expliquer rapidement, ça va être vraiment la vérification identitaire de la personne. Ça veut dire son passeport, son origine. Et aussi, il faut prendre en compte que ça compte énormément aussi le passeport avec lequel vous avez ouvert. Aujourd'hui, si tu ouvres avec un passeport français, c'est beaucoup plus fiable que si tu ouvres avec un passeport sénégalais ou malien. Et nous, ça, on a beaucoup de clients qui viennent vers nous, qui ont la double nationalité et qui veulent ouvrir avec le passeport marocain ou algérien, tous ces pays-là du Maghreb, par exemple. Nous, on déconseille souvent, tu vois. Parce que ça, c'est des juridictions qui sont un petit peu vues à risque, vu qu'ils sont pas forcément dans le système SWIFT bancaire et du coup ça bloque plus facilement. Et KYC, KYB, il faut que ça soit cohérent. La cohérence bancaire, c'est le plus important. Si en soi tout ce qui est adresse, nom, etc. match avec le business, il y aura pas de souci. C'est ça. Et aussi, un truc à prendre en compte vraiment important, c'est le secteur d'activité. Aujourd'hui, vous prendre en compte que la banque va traiter avec un scoring de risque. C'est-à-dire que si tu fais, exemple, du consulting ou autre, si c'est trop flou, ils n'ont pas de réels détails sur ton activité, ça va vite amender sur des sanctions, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Soyez clair aussi sur votre site internet. Si vous avez aussi des réseaux sociaux, c'est important parce qu'ils le prennent en compte, faut pas croire. Et aussi, un conseil qu'on peut vous donner, nous, c'est vraiment sur la partie KYB. Moi, j'ai un conseil que je vois énormément de personnes qui font cette erreur là-dessus, c'est qu'ils prennent tout à la légère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même sur le secteur d'activité, ils vont mentir. Parfois, on voit des personnes qui sont dans le secteur d'activité à risque ou autre, et là-dessus, ils vont mentir et ça peut des fois avoir des blocages. Faut pas forcément changer d'activité, mais plutôt de trouver le bon sens. Si tu fais du trading, plutôt dire que tu fais du conseil en finance, en B2B ou autre, quoi, tout simplement. Exactement. Point important sur les EMI, tout ce qui est Airwallex, Wise, etc., que j'avais noté, c'est que c'est pas garanti par les réserves fédérales des pays. Par exemple, aux US, la FDIC, ils garantissent pas les fonds.
Tandis que par exemple, une banque comme Mercury, on va en parler après, qui est une fintech, qui est backée par une vraie banque, là, tu as les fonds qui sont garantis. Donc si tu as, je sais pas, 500K, 1 million sur Airwallex, sur Wise et que la banque fait faillite, ce qui peut arriver, hein, on a vu des cas de fintech qui font faillite, et bah tu perds tout ton argent, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est problématique. En deuxième partie, du coup, on voulait aborder tout ce qui est fintech, qui est beaucoup plus stable, hein, on va pas se mentir, tout ce qui est Mercury. Wise a certaines licences bancaires, c'est-à-dire que c'est un peu EMI, un peu fintech, tout comme Revolut. Maintenant, les fintech type Mercury / Relay Financial, qui sont backés donc par des vraies banques. Là, par exemple, on a la garantie bancaire. Hein, donc, aux États-Unis, c'est 250 000 $ par exemple, qui est la plus grande au monde. En France, c'est 100 000. C'est pour ça que nous, on parle beaucoup des États-Unis, etc. D'ailleurs. Donc, ces fintech-là, c'est beaucoup plus stable dans le sens où il y a moins de blanchiment, il y a moins de blocage arbitraire, je vais te dire. Il faut juste que ça soit bien structuré au départ. Tu vois. L'ouverture est beaucoup plus dure, c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un Wise que d'ouvrir un Mercury ou un Relay. Parce qu'il y a certaines structurations à prendre en compte dès le début. Mais ça, je pense qu'on va le détailler sur la troisième partie du podcast, tout simplement sur la partie structuration. Maintenant, j'ai une question moi à te poser par rapport à ça. Exemple, est-ce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des points négatifs, hein, des EMI juste avant, mais il y a aussi beaucoup de points, je pense, très favorables à mettre en avant. Et je veux aussi qu'on en parle parce que c'est aussi le but d'expliquer nos avantages. Parce que nous aussi, on utilise Wise sur l'une de nos sociétés. En soi, moi, je pense qu'il y a des avantages. Toi, concrètement, ce serait quoi les vrais avantages que tu peux avoir aussi avec un EMI et à quel moment tu peux conseiller aussi? Bien sûr. Faut savoir qu'avec tout ce qui est Mercury, Wise, etc., déjà, c'est monodevise. Donc, t'as pas forcément tout ce qui est euro et tout. Certes, Rolex, Wise, tout ça, ça bloque, mais c'est quand même très, très pratique. Déjà, niveau taux FX, taux de frais de change, c'est vraiment très très avantageux, c'est les meilleurs au monde, tu vois, parce qu'ils ont des banques en fait partenaires dans tous les pays. Donc si tu fais un transfert par exemple de UK vers Allemagne, de livre sterling vers euro, eux ils ont une banque en Allemagne, une banque au Royaume-Uni, et il n'y a pas vraiment de transfert. Du coup au niveau frais c'est vraiment top. Et après tout ce qui est du coup Mercury et tout, certes il y a un peu moins de blocage et c'est plus dur à ouvrir, mais tu vois l'inconvénient c'est que c'est monodevise, que le dollar, et les frais de carte par exemple peuvent être assez élevés. Moi par exemple la stratégie que je préconise, ce qui est très intéressante, ça va être d'encaisser par exemple sur Wise ou sur Airwallex et de toutes les semaines, tu vois, de décaisser de ce compte-là, tu vois, pour envoyer directement sur le Mercury ou même une banque physique, on en viendra dans un second temps qui est encore plus intéressant. Et là, du coup, en fait, t'as l'avantage d'avoir Wise et du coup, t'as très peu de frais, tu vois. Ça peut être pertinent. Et surtout, de pas laisser beaucoup de trésor sur Wise. Nous, on voit beaucoup d'erreurs de gens qui laissent 100K, 200K. Là, le trésor sur Wise, c'est une très grosse erreur. Si ça bloque, ce qui peut arriver, bah, tu perds tout, quoi, du jour au lendemain. Je pense qu'il y a un point aussi à parler aussi, ça va être aussi par rapport au non-CRS. Je pense que c'est un point très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont travailler aussi avec des banques comme Mercury parce qu'elles sont non-CRS, pas forcément pour faire de la fraude fiscale ou autre, mais plutôt pour une certaine sécurité. Bah voilà, aujourd'hui en fait, on est dans une ère, on voit avec l'euro numérique ou autre, des choses qui se passent, et beaucoup de personnes même qui viennent en appel avec nous, bah ont peur que leur argent n'est pas forcément en sécurité ou qu'il y ait tout le temps en fait des personnes derrière qui regardent ce qui se passe dans les comptes ou autre. Qu'est-ce que toi t'en penses là-dessus? Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport, voilà, bah on sait que un Wise aujourd'hui, est-ce qu'un Wise communique? Comment ça se passe là-dessus? Il y en a beaucoup qui confondent fraude fiscale et secret bancaire. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils veulent sortir du système européen parce qu'on le voit avec tout ce qu'ils mettent en place, tout ce qui est euro numérique, facturation électronique, ils veulent tout contrôler, ils veulent avoir la main sur tout. Avoir un compte non CRS, c'est pas forcément faire de la fraude fiscale. C'est vraiment deux choses différentes. Tu peux tout à fait avoir un compte aux US, qui est une juridiction non CRS, et la déclarer, respecter tes obligations, formulaire 3916 en France, tout ça, et être en toute légalité. Non CRS, ça va plus être pour tout ce qui est du coup secret bancaire et sortir vraiment du système euro par exemple, qui est très étouffant. Après certes, on va pas se cacher, hein, il y en a qui font pas des choses. Oui. Voilà, il y en a qui font de la fraude fiscale avec ça. Maintenant, c'est pas une raison pour, tu vois. Et après, il faut savoir que tout ce qui est affaire de blanchiment, etc., ça a vraiment rien à voir. C'est pas parce que vous allez avoir un compte non CRS que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Toutes les banques au monde appliquent les lois, ce qu'on appelle AML, qui sont les lois anti-blanchiment. C'est pour ça qu'il y a le KYC, KYB, etc. Et à partir du moment où il y a une suspicion, même que ce soit aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, la banque va te bloquer les fonds, tout simplement. Et après, tout ce qui est obligation fiscale, ça c'est autre chose. Vous devez de respecter dans votre pays, en fonction de votre activité, comment elle est structurée. Ça dépend énormément d'une activité à l'autre. Nous, on a tout le temps en fait des rendez-vous tous les jours, de personnes qui nous disent qu'ils ont un business remote, qu'ils ont un business physique avec des fournisseurs ici, etc. Et à chaque fois, les obligations déclaratives changent. Parce que, par exemple, je sais pas si tu as des locaux aux États-Unis, si tu as des clients, il y a ce qu'on appelle un nexus qui est créé, du coup je te dois de payer les impôts. Si par exemple je fais plus de 100 000 $ de vente dans un état des US, tu te dois de payer la sales tax qui est la TVA US. Il y a énormément de conditions
C'est pour ça, on peut pas. C'est vraiment en appel, nous, qu'on fait un plan fiscal, etc., qu'on essaye de donner la meilleure conseil, même si on n'est pas avocat fiscaliste, hein, on se le proclame pas, tu vois. Bien sûr. Après, ça, je pense, c'est un point qu'on va voir sur la partie structuration par rapport à ces différentes manières d'avoir des structures bancaires, je pense. Ok, très bien. On a vu un peu la partie des EMI. De toute façon, on va en détailler juste après aussi. On a parlé aussi de Mercury et autres. Après, maintenant, on entend beaucoup parler maintenant de banque physique. Concrètement, est-ce que tu peux m'introduire ça rapidement? Qu'est-ce que c'est pour toi une banque physique? C'est quoi les avantages? C'est quoi les désavantages aussi? Bien sûr. Alors, banque physique, déjà, on va parler plutôt aux US parce que nous, c'est notre spécialité, même si on a des contacts pour tout ce qui est Hong Kong, Singapour, etc., qui sont très pertinentes également. Banque physique US, il y a deux types. Il y a les banques nationales et régionales, communautaires. Nous, on travaille beaucoup avec des banques communautaires un petit peu privées aux US parce qu'elles ont une bien meilleure relation avec leurs clients. Nous, notamment, on est une banque en Floride qu'on ne divulgue pas forcément en public, mais qui est très très pertinente. C'est une banque privée en fait qui a une relation avec les clients, etc. Il faut savoir qu'une banque physique aura beaucoup moins de blocage qu'une banque fintech ou qu'un EMI. Ça, c'est évident. Alors, les banques françaises, c'est pas forcément le cas. Les banques françaises, elles sont très regardantes. C'est pour ça que les gens, ils ont peur souvent. Ils sont sur Revolut, sur Wise. Mais les banques françaises, elles comprennent pas tout ce qui est crypto, etc. Par exemple, aux US ou même à Singapour, à Hong Kong, Dubaï, ça, c'est des juridictions pardon, qui sont très, très pro-business. D'accord. Donc, ils vont pas te bloquer parce que tu envoies vers un exchange crypto ou quoi. Ils comprennent ces enjeux-là. Et donc, il y a moins de soucis à ce niveau-là. Maintenant, les banques physiques, certes, c'est bien. Malheureusement, ce qui est un peu chiant, c'est l'ouverture. Tu vois, l'ouverture, faut souvent se déplacer directement dans le pays cible. Ou alors, tu peux être introduit. Nous, par exemple, c'est ce qu'on propose. Hein. On a plein d'insiders dans les banques, que ce soit Chase Bank, Bank of America. Même si c'est pas les plus pertinentes, hein, vu que elles ont tellement de clients qu'elles sont pas vraiment en relation avec leurs clients du coup. Banque communautaire par exemple, ça peut être fait à distance, nous on a la capacité pour. La plupart du temps, il y aura un dépôt minimum, ça peut être 2005, ça peut être 5000, ça peut être 50 000 pour des banques privées, mais voilà. Et les procédures prennent un petit peu plus de temps, c'est pas comme Mercury où tu vas sur l'application et tu l'ouvres avec ta LLC, tu vois. Ok, bien sûr. Après, il y a un point, je pense, qu'il faut vraiment comprendre aussi. Beaucoup de personnes qui ont l'habitude de base de travailler avec des banques physiques en France, là, toi, tu parles de crypto, mais là, t'en demandes déjà un peu trop à la banque française, parce que juste des fois, des virements à l'international, ils ont du mal. Hein. On parle même pas de crypto, parce que ça, je pense, c'est encore un autre niveau, on n'en est pas encore allé en France. Juste des virements simples avec une banque physique, exemple, Société Générale ou BNP, peu importe. Un virement que tu vas faire, je sais pas, à Dubaï ou en Chine, admettons, tu fais de l'e-commerce, tu dois payer tes fournisseurs. Aujourd'hui, c'est très compliqué avec une banque française. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont sur des EMI, des fintech ou autres. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec une banque physique, exemple aux US, pas que les US, hein, parce qu'on parle beaucoup des US, mais on peut prendre aussi une banque physique à Hong Kong, qui sont très bien aussi, ou à Singapour, peu importe. Vous avez pu avoir ce type de friction. C'est ça qu'il faut comprendre. Votre conseiller va pas vous bloquer parce que vous avez fait un virement de 10 ou de 20 000 ou de 30 000 à l'international. C'est des banques qui ont cette philosophie de travailler à l'international et qui ont cette philosophie de traiter des transactions. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles sont là pour vous permettre de faire des transactions. Et là, on parle vraiment des banques physiques à l'international. En France, malheureusement, elles sont plus là pour que vous épargniez de l'argent ou la faire travailler ou autre. Mais elles sont pas forcément là pour vous aider ou vous proposer aussi des solutions. Derrière, là, on va en parler, je pense, avec les banques physiques aux États-Unis. Pourquoi on parle des banques physiques aux États-Unis? Parce que derrière, faut dire ce qui est. Elles te laissent la capacité d'avoir un crédit scoring. Ça aussi, je pense que faut en parler parce que c'est un réel avantage concurrentiel. Credit scoring très intéressant, qui est le meilleur système de crédit au monde. Hein. Les US, ils sont très très loin sur ça, avec tout ce qui est American Express et les cartes de crédit. Déjà, il faut comprendre comment ils fonctionnent aux US. Eux, leur population, ils sont tous à crédit. La plupart, ils ont des dettes, etc. Ils ont des mortgages, tu vois, qui payent sur plusieurs années sur leur maison. Maintenant, pour les non-résidents, c'est encore plus pertinent, vu que tu n'auras pas besoin forcément de financer ça, mais tu peux avoir accès à leur système de crédit sans être américain, sans avoir de numéro de sécurité sociale. À partir du moment où tu as une banque physique et un ITIN, qui a un numéro qui prend 2 mois à avoir, en gros, tu peux tout à fait avoir accès à Amex, au crédit américain qui est très pertinent. Et pour ça, bien sûr, il faut une banque physique. C'est pour ça, nous, qu'on propose l'introduction bancaire, parce qu'on a énormément de clients qui sont intéressés par ça, qui font du 50K, 100K spend par mois. Ils comprennent que si tu spends 50K, tu peux avoir 200 000 points à peu près par mois avec Amex. Et 200 000 points, ça représente, je crois, une business class, quelque chose comme ça. Donc, tu peux financer en soi tout ton lifestyle, tu vois, directement avec American Express. Donc, c'est très, très pertinent. Dans un second temps, je voulais parler aussi tout ce qui est juridiction des banques, tu vois. Nous, on parle beaucoup des États-Unis. On va aussi en parler encore plus dans ce podcast, mais il y a d'autres juridictions qui sont très intéressantes. Hein. Il y a pas que ça, bien sûr. Nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est tout ce qui est diversification. C'est-à-dire d'avoir son argent, par exemple, aux États-Unis, un petit peu à Singapour, un petit peu à Dubaï,
pour sa résidence fiscale. Est-ce que tu peux, aimerais nous parler de la structure idéale à mettre en place, par exemple, pour quelqu'un qui est expat à Dubaï ou, je sais pas, en Thaïlande, etc., qui certes aura besoin d'une structure, etc., sur place, mais a quand même besoin de diversifier parce qu'il y aura des blocages, etc., dans ces juridictions qui sont offshore. Très, très intéressant. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont déjà expatriées. Ça peut être en Thaïlande, ça peut être en Indonésie ou à Dubaï ou autre. Il y a deux façons de faire les choses. Il y a ceux qui vont travailler avec la structuration locale. Par exemple, ils vont créer une société à Dubaï et du coup, ils vont travailler avec les banques de Dubaï. Ça, c'est une première chose qu'on peut voir. Une structuration à Dubaï, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous avez des clients à l'international, ça peut vite bloquer. Pourquoi? Parce que Dubaï, malheureusement, est mal vu, même sur la partie infrastructure bancaire. Mais là, on parle de banque, mais avant la banque, surtout pour les personnes qui font des business en ligne, parce que généralement, c'est beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont en business en ligne, il y a la partie PSP, processeur de paiement. Et là, ça va bloquer avec certaines structurations. C'est pour ça que nous, pourquoi on parle beaucoup de la LC? Parce qu'en soi, même en dehors de ça, faut dire ce qui est, aujourd'hui, c'est vraiment une structuration qui est flexible sur cette partie-là. Parce que tu peux très bien être à Dubaï, avoir une LC, qui va te donner du coup l'accès à des banques qui peut être aux USA, mais aussi à des banques au Panama. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut mettre en compte, c'est qu'avec une LC, tu peux très bien ouvrir une banque au Panama, une banque aux îles Caïmans, offshore, très offshore, ou une banque aux États-Unis. Ça, c'est pas toutes les structurations qui te le donnent. Et aujourd'hui, avec une micro-entreprise en France ou une SAS, tu peux pas faire ça, tu vois. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, certes, ça va te permettre de diversifier ta structure bancaire, mais aussi, elle va te permettre d'avoir une certaine confiance. Parce que maintenant, exemple, quand tu t'expatries à Dubaï, malheureusement, il y a beaucoup de clients, ils vont peur de faire des virements directement vers un compte à Dubaï ou vers une société à Dubaï. Pareil si t'es au Panama, pareil si t'es à Chypre, tu comprends? Ça veut dire que certes, cette structuration, dans un premier temps, elle ramène l'aspect bancaire, mais elle ramène aussi l'aspect fiabilité, l'aspect confiance. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte et ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui en 2026. On parle aussi d'autres structurations parce que juste avant, tu as dit voilà, il y a d'autres structurations qui sont intéressantes. Viens, on en parle concrètement. Structuration Hong Kong, toi, qu'est-ce que tu en penses pour aussi la partie système bancaire? Hong Kong, ça peut être intéressant. Après, il y a une très grosse barrière à l'entrée, comme Singapour. On y reviendra. Pourquoi? Parce que souvent, il faut aller sur place et surtout, il y a un montant très conséquent qu'il faut déposer. Souvent, on parle de 200K, 300K. Maintenant, une fois que c'est ouvert, c'est très fiable. Après, c'est des juridictions qui ont un petit peu moins de secret bancaire, tu vois, parce qu'elles ont signer le CRS, ça il faut le dire. C'est pour ça que nous, on n'a pas forcément beaucoup de clients qui sont intéressés pour ça. Maintenant, si tu es sur l'Asie, etc., si tu fais beaucoup de commerce, import-export avec la Chine, pour les commerçants notamment, c'est très intéressant. La première barrière d'entrée, c'est Airwallex, tu vois. C'est le premier point. C'est avec une LTD Hong Kong, souvent on n'entend que ça. Airwallex, c'est très pertinent. Il peut y avoir des blocages parce que c'est un EMI, on en a parlé. On en voit beaucoup, nous, des personnes qui sont bloquées Airwallex, des 50K, 60K. On en voit énormément, faut le dire ça aussi. Ouais, Airwallex, ça peut bloquer très facilement et c'est aussi dur à ouvrir. Airwallex avec une LSC, c'est très compliqué. Je pense que c'est quasi mort maintenant. Ouais, c'est mort. C'est mort. Faut une LTD dans la plupart des cas. Ils sont très friendly avec les LTD. Mais donc, Hong Kong, très business friendly, ça bloque très peu. Ils sont signataires CRS. Les fonds sont garantis à un très gros montant. Singapour aussi, très intéressant, plus pour le perso, je dirais. Patrimoine, ouais. Il y a énormément de grosses fortunes là-bas qui sont stockées. Les fonds sont garantis aussi à genre $250,000, quelque chose comme ça. Un peu comme la FDIC. Pareil, très grosse barrière à l'entrée. Souvent, il faut déposer du 500K. Après, là, on aura des vrais conseillers, des vraies opportunités d'investissement. Beaucoup plus que les US sur ça. Malheureusement, il n'y a aucun système de crédit bancaire et de levier. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup plus compliqué. Tout ce qui est Amex, etc., ça reste aux US, bien sûr. Ok. Il y a un point que tu viens d'annoter qui est intéressant sur la partie conseil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent se lancer dans le business, qui ont pris d'un coup, ils ont 10, 20, 30 000, 40 000, 50 000 par mois et qui sont avec des fintechs, juste avant, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous n'avez pas cet aspect conseiller banquier. Je pense que c'est un truc aussi à noter parce que, surtout là, je parle pour notre génération à nous, on n'a pas, je pense que l'ancienne génération avait plus cette vision-là d'avoir un conseiller banquier, de pouvoir voir où elle pourrait placer son argent ou autre. Aujourd'hui, ça, c'est un réel avantage avec une banque physique. Peu importe dans quelle structure elle est faite, que ce soit à Dubaï ou à Hong Kong, je pense que même à Dubaï, tu as des très bons conseillers banquiers. Ça, je pense que c'est un point à prendre en compte, surtout sur la partie après,
parce qu'aujourd'hui, on est sur des business à cash flow, c'est très bien. On génère du cash flow, voilà, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout les e-commerçants, c'est ce qu'on voit. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent-là? Je pense qu'on n'est pas forcément les plus compétents. La plupart des personnes, on est très bon dans notre business, mais on n'est pas forcément très compétent sur la partie de gestion patrimoniale qui va venir juste après, quoi. Non, c'est sûr. C'est pour ça que nous, on prône beaucoup les banques physiques. Tu vois, on parle beaucoup du système à deux rails, en gros, d'encaisser sur la fintech pour les opérations du quotidien, parce que c'est très très simple. Les virements, ils se font vite. Les frais de carte, ils sont moindres que sur une banque physique. Et toutes les semaines, tu décales ta trésorerie pour garder le gros sur la banque physique. Ça, c'est la meilleure stratégie, tu vois. Et cette banque physique, tu as un conseiller dédié. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un compte chez Chase Bank, toi chez Citi, même dans des banques communales en Floride. Ce qui est très intéressant, c'est que des fois, ils vont t'appeler, ils vont te dire, voilà, j'ai telle ou telle opportunité, est-ce que tu veux rentrer dedans? Ou même si tu as quelconque blocage ou quoi, tu l'appelles et c'est résolu dans la minute. Donc c'est très pratique. Ouais. Souvent, ce que les gens ils détestent, tu vois, avec tout ce qui est Airwallex et tout, c'est que tu parles à un chatbot, quoi, pour dire les choses. Quoi. Surtout, je parle un chatbot, mais en dehors de ça, je pense que c'est aussi le manque de clarté. Exemple, juste hier, c'était même pas un client, c'est une personne qui nous suit, qui m'envoie un screen là, c'était Mercury pour le coup. Parce que Mercury aussi, des fois, peut faire des blocages, faut dire ce qui est, qui s'est fait bloquer directement comme ça, et il leur demande pourquoi. Et on pourra mettre le mail, je pense, le screen directement ici, parce que c'est intéressant. Ils donnent pas forcément la raison, en fait. Ils disent, voilà, par rapport à certains droits articles, on n'a pas forcément besoin de vous dire la raison. Aujourd'hui, concrètement, cet aspect-là, je pense qu'il est intéressant, c'est que tu te dis quand même, bon, après, on sait pas dans quelle activité il était. C'est ça aussi, hein. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent, je me suis fait bloquer. Mais quand tu creuses un peu, le gars, c'est un peu louche, il est dans des trucs à risque. C'est comme les processeurs paiement. Ouais. Voilà, exactement. Si les gars, vous faites des trucs où vous êtes trop axés au FM et tout, des moments, faut pas, voilà, c'est normal, c'est trop à risque pour la banque. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, avec une banque physique, tu n'auras pas forcément ce problème. Ils peuvent te bloquer des transactions, c'est possible, hein, bien sûr. Tu fais pas n'importe quoi, ils peuvent te bloquer. Mais par contre, tu peux avoir une réelle raison derrière. Tu peux les appeler, comprendre pourquoi et de pas refaire la même erreur ou de trouver une alternative. Et je pense que c'est ça la plus grosse flexibilité. Ouais, exactement. En fait, les fintech, faut comprendre, elles divulguent pas les infos même pour ouvrir les comptes quand elles refusent. Parce que sinon, les gens, ils vont contourner. Et du coup, ils vont utiliser ça pour faire du blanchiment. Donc, c'est ça la problématique majeure. Nous, par exemple, quand on a des clients qui se font refuser l'entrée Wise ou Airwallex ou Mercury, on peut pas comprendre pourquoi. On doit refaire une candidature. Souvent, ça marche parce que nous, on a des bons process à ce niveau-là. Mais voilà, maintenant, la banque physique, ils te disent exactement pourquoi ça a bloqué. Comme ça, tu peux éviter ça la seconde fois, quoi. Tout simplement. Bien sûr. Après, on parle beaucoup des avantages, mais aussi un point, je pense, à mettre en compte, c'est en termes de frais. Est-ce que c'est plus coûteux en frais de transaction avec une banque physique? Est-ce que c'est moins coûteux? Qu'est-ce que tu peux nous ajouter là-dessus? Alors, banque physique, vu que souvent il n'y aura pas de banque partenaire comme Mercury, etc., il y a plus de frais. Vu que tu taffes directement avec la banque, ils n'ont pas de gros volume comme par exemple la banque avec qui Mercury travaille, tu vois. Donc il y aura plus de frais. Tout ce qui est frais de carte, frais de virement ACH, qui sont les virements nationaux aux US, et virements internationaux wire, il y aura beaucoup plus de frais. Bon, après, c'est pas grand-chose, hein. Ça reste une banque, donc c'est normal, tu vois. Mais les banques fintech sont beaucoup plus souples à ce niveau-là. Par exemple, Wise, au niveau de frais de transaction, c'est incroyable, il faut dire les choses. C'est pour ça que nous, on préconise, tu vois, de garder la trésorerie sur la banque physique et les opérations du quotidien, faire avec la fintech, si possible. C'est le plus pertinent, tu vois. Tout ce qui est Mercury, etc., par exemple, là, il y a très peu de frais. Hein. Tout ce qui est virement, c'est gratuit. Les frais de carte, ils se mettent bien dessus, faut dire les choses. Tout ce qui est frais quand tu payes, par exemple en Europe, 1 euro, vu que le compte est en dollars, il y a des petits frais. Après, il y a le cashback sur les cartes de crédit américaines, donc ça compense un petit peu, quoi. Voilà. Ok, très très bien. Avant de passer à la suite aussi, là on parlait de banques internationales, de banques physiques ou autres. Pour les personnes qui découvrent entre guillemets nos contenus autres, qu'est-ce que c'est une banque offshore concrètement? C'est quoi réellement ce mot-là? Parce qu'on entend beaucoup, surtout en ce moment, structure offshore, banque offshore, machin, ainsi de suite. Parce que ça peut faire un peu bling bling ou un peu peur offshore. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une banque offshore? Est-ce que avoir une banque aux US, c'est considéré comme une banque offshore? Qu'est-ce que tu peux me rajouter là-dessus? On entend tout et rien sur les banques offshore. Il y en a, ils disent que ça y est, tu ouvres en Irlande, c'est offshore, etc. Bon, en soi, avant, ça l'était. Maintenant, plus trop, vu que il y a moins de secrets bancaires, quand on va dire. Offshore, en soi, c'est de la traduction, c'est juste en dehors des côtes, c'est loin des côtes. Donc, à partir du moment où tu as une banque aux US, c'est offshore, et c'est souvent une juridiction qui va pratiquer le secret bancaire.
offshore. Tout ce qui est juridiction, par exemple, Vanuatu, île Caïmans, Panama, ça c'est très offshore parce qu'il y a le secret bancaire interne, c'est-à-dire que même le gouvernement, par exemple, du Vanuatu ne peut pas avoir accès à un compte d'un de ses citoyens. Tandis qu'en France, si le fisc veut avoir accès à un compte des citoyens, il peut totalement. Donc c'est pas vraiment vu comme offshore, la France, tu vois. Et justement, les structures, les juridictions offshore, elles sont très recherchées par les personnes souvent qui veulent voilà, sortir du système euro, du contrôle permanent comme je l'ai parlé. Mais avoir un compte par exemple à Singapour, même Hong Kong, en soi, ça peut être considéré comme offshore. Après, il y a différents degrés, c'est un spectre, quoi. Mais justement, ouais, je voulais parler des juridictions offshore les plus préconisées. Souvent, il y a les États-Unis pour le secret bancaire non CRS. Ensuite, il y a tout ce qui va être Caraïbes, donc Panama. Panama, très intéressant parce qu'ils sont très crypto-friendly. Très crypto-friendly, il y a des comptes multidevises, notamment. Mais ils sont signés le CRS par contre. Ouais, ils sont signataires du CRS. Après, CRS, enfin, sur le papier, ils sont signataires, mais maintenant, on ne sait pas vraiment s'ils font vraiment les reporting, etc. C'est comme un peu la Géorgie, voilà, je pense. la Géorgie, ils sont signataires, mais est-ce qu'ils font vraiment le CRS parce que c'est depuis 2022, on ne sait pas, tu vois. Donc ouais, Panama, très pertinent, secret bancaire, compte multidevises, notamment Tower Bank, hein, très pertinent. Très bien. On propose l'ouverture à distance, avec une LLC d'ailleurs. Ça peut être fait avec une LLC vu que le Panama c'est en dollars, c'est le dollar américain. Ensuite, il y a tout ce qui est île Caïmans. Île Caïmans, île Vierge britannique. Nous, on peut ouvrir aussi avec justement les LLC. La même banque d'ailleurs qui est communale en Floride. Ça, c'est plus des comptes investissement. Tout ce qui est toutes ces juridictions, la île Caïmans, Vanuatu, etc. C'est pas vraiment pour les opérations du quotidien. Forcément, c'est impossible parce que dès que tu fais un virement vers ça, par exemple avec une banque française, ça bloque. Hein. Donc voilà. Après, ces juridictions, elles sont pertinentes pour vraiment garder beaucoup de millions, quoi. C'est pas pour les petits profils, quoi. Très très intéressant là-dessus. Et qu'est-ce que tu en penses des LTD, exemple UK? On entend beaucoup parler UK aussi. Concrètement, ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Et du système bancaire aussi là-bas. LTD UK, souvent la seule raison, c'est parce qu'ils sont sur le marché européen. e-com, ouais, TVA, je pense aussi. Ou LLP pour la fiscalité à 0% si jamais t'es à expat ou quoi. Et ce qui est pertinent, c'est Stripe Europe. T'as un petit peu moins de frais, t'as moins de litiges aussi. Et il peut y avoir moins de blocage parce que si la cohérence elle est mieux faite avec un Stripe Europe, identité européenne, etc., ça bloque moins. Après, LTD, il faut savoir que c'est imposé. Hein. Il y a une imposition sur ça. LLP, en soi, c'est la LLC au UK. C'est une structuration transparente. C'est comme la LLC. Pareil, fiscalité transparente. Ça peut être très pertinent, pareil, si tu es sur le marché européen au niveau de l'e-commerce. Maintenant, si tu es expat et que tu factures un petit peu à l'international, ce qu'on conseille le plus, c'est la LLC. Moi, par exemple, je suis sous structure LLC, même si nos clients ils sont en Europe, parce que c'est le plus pertinent. Et on utilise Wise pour les frais de transaction. Comme ça, on a presque rien sur le taux de change dollar-Europe. Après, on entend beaucoup aussi LTD HK. LTD-HK, très pertinent parce que 0% d'imposition sur les revenus étrangers. Donc, tu n'as rien à payer à ce niveau-là. Après, tu as juste Airwallex. Il y a très peu d'options. Tandis que LTD UK, LLP, tu as Revolut, Wise. Tu peux avoir Airwallex. LLC, pareil. Il y a même des fintech aux UK qui sont très intéressantes aussi. Il y a très bonnes fintech là-bas, ouais, c'est sûr. Et niveau multidevise, LTD aussi, c'est bien. LLC, pas trop. Et HK aussi, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, il y a d'autres structures, Free Zone Dubaï, ça souvent c'est juste pour le visa que les gens ils vont le faire. Même la plupart de nos clients, ils ont une Free Zone Visa avec un compte en banque aux Émirats, mais ils l'utilisent pas. C'est juste pour pour stocker aussi peut-être, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que beaucoup de frais avec les Émirats, beaucoup de blocages. Parce que les Émirats, ils n'ont pas signé le CRS pendant longtemps, ils refusaient. Et il y a beaucoup de scammers, faut dire les choses. Et du coup, vis-à-vis des banques, c'est vu comme du high risk et ça bloque. Après, ils sont en train de vachement travailler aussi leur marketing là-dessus et travailler aussi leur système bancaire. Même là, j'ai vu, depuis une semaine, ils sont en train de faire les ouvertures de banques physiques à distance. Alors que de base, c'était pas possible avec Dubaï. Je pense que ça va évoluer aussi. Il y a aussi Revolut qui est en train de venir à Dubaï. Je sais pas. Licence bancaire, ouais, c'est très intéressant. Je pense que les choses vont évoluer aussi du côté. Bon, après, il y a eu les tensions politiques hautes, mais je pense que niveau bancaire, ça va évoluer à Dubaï aussi. Je pense que ça peut être intéressant de regarder et pas faire entre guillemets fermer les yeux. Faut tout le temps voir ce qui peut être intéressant, ce qui peut pas être intéressant concrètement. Puisque là-bas aussi c'est très friendly crypto à Dubaï, tu vois. Il faut voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent en crypto là-bas et qui stockent en crypto là-bas directement, tu vois. Ok, très bien. Moi j'ai une question aussi qui peut être intéressante parce qu'on parle beaucoup de faire rentrer l'argent dans des comptes en banque ou autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui
avec, exemple, j'ai n'importe quoi, une LC, une banque physique. Est-ce qu'on peut faire de l'investissement, exemple immobilier? Est-ce que c'est facile de sortir l'argent pour de l'investissement ou autre? Comment ça se passe un peu là-dessus? Parce que très peu de personnes parlent de cette partie-là. Bien sûr. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est voir avec ton pays de résidence fiscale, bien sûr, pour respecter les obligations. Donc la plupart du temps, si ta LLC elle est déclarée, etc., donc c'est une structure transparente, si t'es pas résident US, c'est-à-dire que tous les revenus engrangés par la LLC sont à toi. D'accord? Donc si tu as 504 bénéfices, en soi c'est à toi, et tu peux te les verser en perso. Ce qui est très pertinent avec la LLC, vu que c'est une Limited Liability Company, c'est-à-dire responsabilité limitée, c'est de détenir ses actifs, donc tout ce qui va être immobilier, même tout ce qui est bateau, investissement, tous ces trucs-là, avec ta LLC. Nous, on voit beaucoup ça. Et on met beaucoup en place ces structurations avec notre avocat. Pourquoi? Parce que ça te permet d'enlever déjà ton nom perso des détentions. Parce que c'est pas très bien, tu vois, de détenir sa maison, par exemple, à son nom perso. Si, par exemple, tu as des dettes ou quoi, elle peut se faire saisir très facilement. Tandis que si c'est une LLC qui est contrôlée par un trust aux îles Vierges britanniques, c'est impossible de le saisir. Voilà. Et si ta LLC, elle est détenue que par toi, ça change strictement rien, hein. Bien sûr, parce que c'est toi qui contrôles la LLC. En soi, ça rajoute juste un intermédiaire et la notion de responsabilité limitée. C'est important. Et ensuite, pour tout ce qui est se verser en perso, ses salaires, etc., Ça, c'est un sujet intéressant, je on nous pense. demande énormément. Faut comprendre que côté US, il faut respecter les obligations. À partir du moment où tu es non-résident, souvent, c'est pas compliqué. Juste, tu fais ta déclaration annuelle que nous, on fait, par exemple. Tu déclares ce que tu t'es versé en perso, versé en pro, tout ce qui est virement, out, etc. Et ensuite, il faut respecter les obligations de ton pays de résidence fiscale. Là, on peut pas faire, tu vois, il n'y a pas de vérité générale. Si tu es en France, ça dépendra. Si tu es à Dubaï, il y a une convention fiscale entre les UAE et les US. Du coup, ça, faut le voir, tout simplement. Ok, très très intéressant. Concrètement, tu parles toi, qu'est-ce que tu recommandes pour différencier un peu ton perso de ton pro? Est-ce que c'est bien d'avoir deux comptes différents ou est-ce que tu peux tout faire directement avec le compte pro? Par exemple, en France, je sais très bien, voilà, si tu vis en France, que tu as une société en France, tu vas aller au restaurant ou autre, tu peux pas, tu vois. Bien sûr. Il faudra justifier une facture. On parle beaucoup de biens d'abus social Ouais. avec les États-Unis. Concrètement, est-ce que tu peux détailler un peu là-dessus de manière plus précise, tu vois? Ouais. Nous, on nous demande tout le temps, c'est vrai, sur ça. Est-ce que je peux dépenser avec ma carte LLC pour le resto, en pro ou en perso? Faut savoir, déjà, côté US, il n'y a pas d'abus bien social avec une LLC, vu qu'elle est transparente, comme je l'ai dit. Les revenus sont à toi, donc tu fais ce que tu veux avec. Donc en soi, tu peux très bien dépenser pour un resto, comme dépenser pour les logiciels SaaS de ta boîte. Tu vois, il n'y aura pas de souci. Maintenant, encore une fois, après, il faut voir avec ton pays. Si tu es en France, tu vois, il y a la notion d'établissement stable. Normalement, ta LLC se fait requalifier en société française. Et du coup, c'est taxé à l'IR et tu dois payer les cotisations sociales. Et normalement, tu peux faire ce que tu veux aussi. Mais bien sûr, ça dépend de comment elle est structurée, si tu es tout seul, si c'est une multi-member, etc. Tu vois. Ok, très très bien. Maintenant, je pense qu'on a fait un peu le point sur la partie vraiment bancaire, on a fait le point sur la partie aussi structuration. Maintenant, je pense qu'on va faire un petit point sur pour qui vraiment c'est adapté. Ouais. C'est important aussi de parler de ça. Aujourd'hui, concrètement, ce type de structure, tu les recommanderais pour qui? Pour toi déjà dans un premier temps, et ensuite ça serait qui dans une ordre. Je pense qu'on peut mettre ça par échelle, tu vois, directement, parce qu'il y a des profils bien spécifiques. Nous, déjà, on a un profil qu'on voit souvent, c'est la personne qui va avoir auto-entreprise, qui commence à faire ses 10, 20, 30 cas par mois, même plus des fois, et qui est toujours en France et qui connaît rien à l'expatriation. Il est sous auto-entreprise, mais il déclare zéro parce qu'il n'a pas envie de payer les taxes. Il encaisse tout sur Revolut en pensant que c'est anonyme et Là, c'est de la fraude fiscale. C'est de la fraude purement. fiscale pure et dure. On recommande vraiment pas ça. Parce que déjà, faut savoir que tu peux te faire redresser très très facilement. Ah À oui. partir du moment où tu as un IBAN qui commence par FR76 et que tu encaisses dessus, le fisc français a accès, il peut bloquer le compte comme ça. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cause numéro 1 de contrôle fiscal, c'est la cohérence entre ce que tu déclares à ton entreprise et ce que tu encaisses sur ton compte en banque, vu qu'ils ont accès en temps réel. C'est pour ça qu'on prône beaucoup d'avoir des comptes offshore, etc., pour éviter les contrôles fiscaux, hein. Même si tu fais tout légalement, c'est très intéressant pour éviter les emmerdes. Donc ça, faut éviter absolument. La plupart de ces personnes-là, ils ont un projet d'expatriation, et ça, c'est intéressant. Faut savoir que l'expatriation, ça se fait pas du jour au lendemain, donc tu peux commencer à structurer en fait ta société offshore, ta free zone à Dubaï, si tu veux aller là-bas, ta LLC, etc., pour encaisser, en étant toujours en France. Tu commences les démarches, etc., et ensuite tu t'expatries, tu fais bien les choses, tu vois. Ce serait vraiment pour la première typologie de personnes qu'on voit. Après, je pense qu'il y a aussi ceux qui sont déjà expatriés, mais qui travaillent
voilà, avec des fintechs tous les jours, tu vois, ou qui n'ont pas la bonne structuration. Moi, j'ai vu des gens qui sont expatriés depuis 1 an, 2 ans, qui sont encore sous société française, hein, Ouais, c'est vrai. parce qu'ils savent pas en fait, tu vois. On en a eu beaucoup, hein, même des clients qui étaient chez nous, qui étaient sous micro, et les mecs, ça faisait 2-3 ans, ils étaient à Bali, tu vois. Ils n'avaient pas encore de réelle résidence fiscale proprement dans leur tête, parce que tu sais, il y en a plein. Hein. En fait, on vous fait croire que c'est très compliqué. C'est ça aussi. Et on vous fait croire qu'il y a beaucoup de papiers. C'est les avocats, ça, c'est pour Ouais, vendre leurs et prestations. surtout qu'il y en a beaucoup, ils pensent que c'est une étiquette. Tu sais, ils pensent qu'à un moment donné, tu dois aller sur un site et dire oui, je suis résident fiscal en Thaïlande. Non, c'est un constat, la résidence fiscale. C'est ça. Ça, c'est ça important à prendre en compte. On a cette typologie de personnes, bah voilà, qui ont besoin de diversifier aussi leur compte de manière à l'international. Et après, il y a aussi les personnes qui font ça pour leur patrimoine. On voit aussi beaucoup de groupes étatiques ou autres qui sont arrivés à un certain niveau, mais qui ont jamais cherché jusqu'à maintenant à diversifier. Et du coup, là, ils vont commencer à s'intéresser à la partie de trust, tout ce qui va être notion d'île Caïman, tout ça. Je pense que c'est à un autre niveau, tu vois. Je pense vraiment on a 3 types de personnes qui travaillent avec des comptes à l'étranger. C'est la première personne, comme tu as dit, bah, voilà, qui veut s'expatrier, mais qui est encore en France, et du coup, il démarre ses démarches. Ensuite, on va avoir la deuxième qui est déjà expatriée depuis un moment. Lui, il veut des outils qui lui permettent d'être plus fluide, c'est-à-dire pas avoir de blocage, de pouvoir faire des transactions, des virements tranquillement. Et la troisième, là, c'est plus pour une notion de sécuriser son argent, ok, parce que les gens, bah, ils ont peur de mettre de l'argent qui est contrôlé tous les jours, surtout avec l'euro numérique, ainsi de suite. Deuxièmement, de pouvoir bah, diversifier ce patrimoine-là, et aussi de pouvoir bah, faire des investissements rentables aussi, tu vois, c'est intéressant. Il y a des personnes qu'on voit qui font des comptes au Paraguay pour investir au Paraguay et sortir de la rentabilité, tout simplement, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment pas mal de typologies de personnes. Après, souvent, ce qu'on conseille, c'est au tout début, pour les personnes qui nous regardent, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. Tu fais ton autre entreprise. Si tu fais tes même pas 500, 1000, 2000 par mois, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec tout Tu ce déclares, tu payes ton URSSAF. Oui. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Nous, on a beaucoup de personnes qui viennent, qui me disent « Ah, moi, je vais faire de l'optimisation fiscale, machin, chouette et tout. » Mais au final, pas pour être méchant ou autre, mais c'est pas encore sa priorité. Pour moi, tant que tu es pas encore stable, faut pas se concentrer sur ces choses-là. Fais ta micro, paye ton URSSAF, tranquille. Au début, tu peux faire ta demande d'ACRE. Je crois, c'est quoi, c'est 11 ou 12%, mais ça a changé. Ouais, ça fait longtemps, on n'est plus en France, je crois que c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu les payes. Une fois que tu commences vraiment à être rentable, à faire du bénéfice, là, tu commences à t'intéresser à ces sujets-là. Faut pas perdre du temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en admiration sur ce type de montage-là, mais c'est juste devenu un peu de la branlée psychologique, tu vois, si je pourrais me permettre de dire ça. On en voit, nous, tous les jours, hein, des personnes qui viennent dire « Ah, je vais faire un trust, je vais créer une holding là, nanana. » Au final, ça n'a pas de sens, tu vois. Il fait même pas encore du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Faut se concentrer, je pense, sur des priorités. Et une fois que tu as ce besoin-là, parce que par contre, il y a des gens qui ont vraiment ce besoin-là, qui ont vraiment des problèmes bancaires et qui, nous, des fois, il y a des personnes qui subissent, hein, qui sont esclaves, entre guillemets, des fintechs, hein, faut le dire. Il y a des personnes, l'autre fois, tu te rappelles, quand j'étais avec toi, il y avait un client, bah, il te le disait, j'ai été bloqué Wise, j'ai été bloqué Revolut, alors qu'il faisait, il était pas dans un truc à risque, hein, consulting B2B, et les gens, ils en souffrent vraiment, tu vois. C'est pour ça que, il faut se renseigner quand tu en as, voilà, le temps et quand tu es surtout concerné par ça. Au début, perds pas de temps avec ça. Concentre-toi sur ce qu'il y a à faire. Mais à un moment donné, concentrez-vous sur ça. Prenez conseil, prenez des rendez-vous avec des gens qui maîtrisent ces sujets-là, qui maîtrisent la partie structuration internationale, que ce soit avec nous ou même avec d'autres personnes, peu importe, mais regardez qui maîtrise vraiment ça. Ensuite, regardez si c'est adapté à votre situation. Moi, je pense qu'il faut regarder 3 facteurs. Premier facteur, c'est votre résidence fiscale. Est-ce que la structuration que vous voulez faire, elle est vraiment adaptée avec vos projets à vous? Parce que si tu me dis concrètement, voilà, Imre, moi, je compte investir dans l'immobilier en France. Je compte entre guillemets faire du crédit en France, ainsi de suite. Bah, il y a des structurations qui sont pas, c'est pas adapté. Fais une structuration française et là, ça va être plus simple pour toi. C'est pour ça, il faut vraiment regarder le projet sur sa globalité, pas donner des décisions juste sur le fait de pas vouloir payer des impôts. Tu vois, faut regarder dans quel jeu tu veux jouer. Non, c'est clair. Et ça, c'est ce qui va suivre en fait sur le long terme de ton activité, tu vois, de ton parcours salarial, de l'entrepreneuriat plutôt. C'est sûr. Mais on essaiera de faire pas mal de podcasts sur ces sujets-là, tout ce qui est expatriation, parce qu'il y en a beaucoup, bah, comme tu l'as dit, surcomplexifient la chose. Ils pensent que voilà, faut faire plein de démarches, etc., alors que pas forcément. Mais en tout cas, le but là, c'était de parler de tout ce qui est banque. On espère qu'on vous a pas mal éclairci. On a pas mal de vidéos qui sortent aussi sur la LLC, etc. Comment ça fonctionne concrètement, fiscalement, quelle banque on a accès, quels sont les avantages, les inconvénients. On va essayer d'en sortir un maximum. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as
Petite conclusion à rajouter concrètement. Ouais, bah, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez prendre un rendez-vous avec nous, vous pouvez cliquer sur le lien en bio. Nous, on fait tout ce qui est structuration d'LLC. Si c'est pas adapté, on vous le dira. Si c'est adapté, on vous le dira. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous pouvez checker aussi nos réseaux. On est beaucoup sur TikTok, sur Instagram. On est très, très actifs là-dessus. Tout simplement.